Et on en débat avec nos deux invités. Richard Verly, correspondant à Paris pour le quotidien suisse Le Temps. Bonsoir. Et Jean-Philippe Moinet, fondateur de la revue Civique. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Première chose, ce Jean Castex, ce nouveau Premier ministre qu'on découvre un peu, il n'était pas très bien connu du grand public. Comment vous le trouvez ? Richard. Pour l'instant, il est tout à fait, je dirais, fidèle au profil qu'on connaît de lui, c'est-à-dire haut fonctionnaire, fin connaisseur des affaires de l'État. Il s'est tout de suite rendu en Guyane pour voir comment ça va sur le terrain. Et je crois que c'est ce que Emmanuel Macron attend de lui. Il attend un Premier ministre qui ira le plus possible au contact des administrations, au contact des Français. Alors, s'agit-il d'une courroie de transmission, comme on est un certain nombre à l'avoir écrit, ou d'un Premier ministre qui va se révéler dans la fonction? Là, je crois qu'il faut un peu attendre. Est-ce qu'il commence déjà à se révéler dans la fonction ? Oui, moi je suis frappé par la manière très rapide qu'il a eue pour ce célèbre inconnu de prendre le costume très rapidement d'Édouard Philippe. Qu'on n'a pas oublié, mais enfin en une semaine il s'est passé beaucoup de choses. Il a affirmé très vite l'autorité de l'État. Il a marqué pas mal de points sur ce thème et sur l'enjeu des territoires. On y reviendra. Je vous propose déjà qu'on voit la semaine de Jean Castex, résumé de cette semaine avec Nicolas Dudoué. En bon passionné de rugby, Jean Castex sait que le succès ne s'obtient qu'en équipe, comme un pack serré et uni. Pour ça, le chef du gouvernement impose sa méthode à ses ministres, le terrain. Il y a un souci très marqué qui a été exprimé par le Premier ministre de la concrétisation. C'est bien de prendre des grandes décisions depuis Paris, mais si elles ne s'appliquent pas très concrètement sur le terrain pour les Français et pour les gens, ça n'a pas grand intérêt. Donc ce souci absolu qui va inviter les membres du gouvernement, les ministres, à se déplacer sur le terrain, aller au contact des Français. Du contact encore et toujours, surtout en période de plaquage dans l'opinion publique. À peine quelques jours après sa nomination, le Premier ministre est allé à la rencontre des magistrats à Bobigny. À ses côtés, le nouveau garde des Sceaux, pilier de son gouvernement, Éric Dupond-Moretti, en désaccord avec ces mêmes magistrats par le passé. Même scénario vendredi à Dijon, où Jean Castex est allé à la rencontre des habitants. Dans ses pas, Gérald Darmanin. La nomination du nouveau ministre de l'Intérieur visé par une plainte pour viol soulève les critiques. Mais là aussi, le Premier ministre reste ferme. Vraiment, j'assume totalement cette désignation. Il a le droit, comme tout le monde à la présomption d'innocence, laissez faire. En clair, l'opinion devra faire avec, car Jean Castex n'entend pas se faire dicter la ligne, surtout avec les forces de l'ordre sous le feu des critiques. Les accusés, ce ne sont certainement pas les forces de sécurité, les forces de l'ordre. Monsieur veut lui voir, elles ont fait leur travail. Travailler vite et sans perdre de temps, en une semaine, Jean Castex, solide comme un roc, a remis sur la table le dossier épineux des retraites, rencontré les partenaires sociaux. Il s'est même invité au Ségur de la santé, qui s'est soldé par un accord cette semaine. Mais l'embut est encore loin. Premier essai mercredi, avec un discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Bon, on l'a compris, Jean-Philippe, le temps presse. Oui, le temps presse. Il y a une accélération depuis la crise historique du Covid que tout le monde a subi. On voit bien qu'il y a une accélération de beaucoup de sujets dans la société d'abord. On a vu le télétravail s'accélérer, on a vu des phénomènes de conscience de la transition écologique s'accélérer dans l'opinion publique et la politique doit s'accélérer. Et le président de la République le prend en compte d'autant mieux qu'il a besoin d'une troisième séquence dans son mandat présidentiel qu'il a ouverte avec un nouveau Premier ministre, une recomposition de son gouvernement et sans doute des annonces du 14 juillet, on le verra, qui marqueront cette troisième étape. On va venir à ce nouveau gouvernement. On a découvert cette équipe lundi. Une bonne proportion de ces ministres appartenaient déjà au gouvernement Philippe. On peut dire que l'exécutif confirme son centre de gravité politique. C'est un gouvernement de centre droit, de droite, comment vous le définissez? C'est clairement un gouvernement teinté à droite. Lorsque vous nommez quelqu'un... Pas centre droit. Non, moi je dirais pas centre-droit. Lorsque vous donnez l'intérieur à quelqu'un comme Gérald Darmanin, qui est un homme de droite, lorsque vous confirmez Bruno Le Maire à l'économie, Jean Castex lui-même est un homme de droite, il l'a dit et il l'assume en tant que tel. Non, c'est un gouvernement qui penche nettement à droite par rapport au précédent, à mon avis. La seule nomination qui peut poser, disons, question, c'est celle d'Éric Dupond-Moretti, qui n'a pas d'affiliation politique particulière. Mais quand on voit la thématique sur laquelle s'engage ce gouvernement, c'est-à-dire autorité, proximité, etc., c'est des valeurs plutôt conservatrices, c'est pas des valeurs réformistes. Vous n'êtes pas d'accord, Jean-Philippe? Non, je diverge un peu avec Richard sur ce point. C'est qu'il y a eu des confirmations, certes, au centre droit ou à droite républicaine, mais quand on regarde les 5 premiers ministres
après le Premier ministre. Dans l'ordre protocolaire, il y en a 3 ou 4 qui sont issus de la gauche. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, Florence Parly, ministre des Armées, Barbara Pompili, numéro 2 des ministres en ordre protocolaire, issus d'Europe Écologie Les Verts. Certes, il y a Bruno Le Maire dans ces 5-là, et le ministre Jean-Michel Blanquer dans les 5 premiers, qui est plutôt de centre-droit. Mais l'impression que donne ce nouveau gouvernement, c'est l'impression de prise de guerre aussi sur la droite. Évidemment. D'abord, le centre de gravité de l'opinion française est au centre droit. Quand on voit au mois de mars, avril, mai, les photographies d'auto-positionnement des Français, il y a un grand milieu 20%, il y a 15-20% à droite et puis plutôt 15 que 20 à gauche. Donc on voit bien que le centre de gravité est au centre droit de l'opinion française. Richard. Et pour autant, je pense que l'équilibre du gouvernemental, même si ceux qui sont restés et que j'ai cités font moins parler d'eux parce qu'ils sont toujours là, mais s'ils sont toujours là, c'est qu'ils sont des maillons forts du gouvernement. Richard. Et ils sont d'origine du Parti socialiste. Oui, il est évident, à mon avis, qu'Emmanuel Macron veut et a besoin de camper à droite l'action de son gouvernement, aussi bien par les personnalités que sur les valeurs. Je le disais notamment la valeur de l'autorité. Pourquoi il en a besoin? Parce que pour l'instant, c'est là où il pense que se trouvent ses électeurs futurs pour 2022, le bassin d'électeurs dans lequel il va puiser. Quant à Barbara Pompili, certes, elle vient d'Europe Écologie Les Verts, mais elle en vient depuis assez longtemps, et c'est avant tout une ralliée qui est ralliée à la majorité présidentielle. Oui, où est la gauche chez Barbara Pompili? Donc non, je crois que question, mais enfin, franchement, c'est un gouvernement, à mes yeux, conservateur, et qui de ce là rompt avec quelque chose qui faisait la caractéristique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire une approche assez libérale. Pour l'instant, il a plutôt choisi de gommer le mot libéral de son agenda, parce qu'il a besoin, pour la reconquête, d'être plutôt, encore une fois, sur le terrain de l'autorité et du conservatisme. Alors, ce qu'on retient aussi de ce gouvernement, ce sont ces quelques personnalités. On les évoquait tout à l'heure. L'avocat Éric Dupond-Moretti à la justice, l'ex-ministre de la Santé Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot à la culture, Gérald Darmanin à l'extérieur. Est-ce que là, avec des personnalités comme celle-là, on peut s'attendre à des clashs en public? Alors, c'est vrai qu'il y a un gros point d'interrogation pour mettre l'avocat Dupond-Moretti, qui a quand même affirmé une sensibilité de gauche depuis longtemps, y compris en bataillant ouvertement contre l'extrême droite française et Marine Le Pen, s'il lui est reproché aujourd'hui. Là, c'est plus sa personnalité qui interpelle. C'est une sensibilité société civile qui a une tonitruance, un caractère flamboyant, certains diront tonitruant et ingérable. On va voir s'il y a une métamorphose du personnage, parce que des fonctions aussi transforment des personnes. Certains ont eu des ministères, ont considéré qu'ils n'étaient pas de taille ou ils n'étaient pas appropriés, qui sont révélés. Inversement, il y a des personnalités qui étaient considérées comme formidables pour un poste, qui sont avérées au ministère assez mauvais, comme tort ou à raison la ministre garde des Sceaux sortante. On a Gérald Darmanin aussi, qui lui aussi crée la controverse. Est-ce que ça n'est pas, à côté de ça, un petit peu dangereux de mettre un concurrent sérieux à ce poste-là? Ou alors est-ce qu'il faut garder ses ennemis près de soi? Alors, confier le ministère de l'Intérieur à quelqu'un qui vient de la droite et qui n'est qu'un rallié de la dernière heure à Emmanuel Macron, c'est évident que c'est un pari présidentiel. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Franchement, je ne saurais pas le dire, mais c'est audacieux de la part d'Emmanuel Macron quand on connaît le rôle essentiel du ministère de l'Intérieur en France, non seulement parce qu'il contrôle les préfets, c'est-à-dire l'administration, mais aussi parce qu'il contrôle la police, et on voit les situations difficiles en ce moment. Et je voudrais revenir sur un point. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron est obsédé par l'idée d'arrêter d'être un président hors sol. On lui reproche beaucoup, vous savez, c'est un reproche qui lui est fait couramment, il veut de la proximité, il veut de l'enracinement par 2 biais. D'une part, ce qu'on pourrait appeler le biais Castex, ça c'est la connaissance du terrain, la connaissance de l'administration, et le biais Dupond-Moretti ou Bachelot, c'est la connaissance de la société médiatique, parce que ces ministres vont incontestablement attirer les projecteurs sur eux. Mais quel est le projet d'Emmanuel Macron? Parce que dans le fond, s'il a cette équipe gouvernementale, c'est pour les 2 dernières années de son quinquennat. On sait que la campagne électorale rétrécit aussi ce champ de manœuvre. Qu'est-ce que ce gouvernement dit des projets d'Emmanuel Macron? Où veut-il emmener la France? Alors, je pense qu'on va voir quel terme va-t-il choisir le 14 juillet pour son expression sur se réinventer. Mais on voit bien qu'il y a 3 impératifs. Le premier, relance économique. On est quand même, on ne le voit pas encore,
mais ça va être très violent socialement, dans une crise économique qui va faire que cette récession, cette décroissance de 8 à 10% va créer beaucoup de chômeurs à l'automne. Donc il y a cette urgence qui va s'imposer à tous les gouvernements européens, mais à Emmanuel Macron, avec un nouveau logiciel qui est celui de la transition écologique, qui est pour lui pas forcément totalement nouveau, mais il a fait des annonces qui m'ont frappé dans leur implication, à savoir la Convention citoyenne pour le climat, avec la reprise de 146 mesures sur 149 de ce panel de citoyens, n'est pas rien en termes, certes, de mesures, mais aussi de méthodes. Et il a annoncé que les citoyens seront associés au gouvernement pour l'application de ces mesures et d'autres sujets pourraient être dans le logiciel des conventions donc, citoyennes. Crise économique, climat. Transition écologique et les fonctions régaliennes. Et je rejoins Richard Verly qui a évoqué l'importance du sujet autorité en nuançant quand même, parce que l'autorité appartient à tout le monde. Et quand dans les quartiers difficiles, les personnes défavorisées subissent des problèmes d'insécurité, ce sont, comme l'a dit d'ailleurs très bien Gérald Darmanin à sa prise de fonction, lui, élu local dans le nord de la France, à Tourcoing, il voit très bien qui paye, qui trinque. C'était son expression quand il y a des problèmes d'insécurité. Ce n'est pas les privilégiés qui sont dans les beaux quartiers, ce sont les quartiers de classe moyenne ou des classes défavorisées. Est-ce qu'on est déjà là dans une logique de présidentielle? Je le disais, il reste 2 ans jusqu'à la fin du quinquennat. Est-ce qu'avec ce nouveau gouvernement, on voit peut-être la stratégie d'Emmanuel Macron s'il était amené à se représenter? Alors évidemment, 2022 est dans le radar et dans le viseur d'Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs impossible qu'il en soit autrement. Vous l'avez dit, c'est dans 2 ans. Et en plus, vu son âge, vu que c'est le premier mandat, il est naturel qu'il songe ou qu'il veuille se représenter et qu'il prenne les moyens pour ça. Alors, sur ce que vous disiez de son programme, je crois qu'il y a, on vient d'en parler, l'autorité. Il y a quand même, et c'est très important, la proximité, je le redis. Il veut renouer avec les Français et Jean Castex doit lui servir à ça. Et finalement, le seul thème macronien qui demeure, c'est la responsabilité. C'est-à-dire cette idée de dire aux Français, il faut que chacun à sa place soit responsable sur le plan de la transition écologique, responsable sur le plan aussi de l'endettement de la France, parce qu'il ne va pas pouvoir se poursuivre indéfiniment. Donc je crois que sur ce terrain-là, il va essayer encore de faire du macronisme, c'est-à-dire une certaine forme de rupture. Quant à la relance économique, là pour le coup c'est très simple, c'est au niveau de l'Europe, ça va se jouer, c'est le sommet du 17 juillet, il y sera, il va défendre les positions franco-allemandes. Pour l'instant, on peut dire que la relance économique, ce n'est plus à Paris que les manettes sont tirées. D'un mot pour terminer, est-ce qu'on peut parler dans cette nouvelle séquence qui arrive maintenant de sarko-macronisme? Alors c'est vrai qu'il y a une marque Sarko dans certaines nominations. Ça vous fait sourire, Richard. Jean Castex était auprès du président Sarkozy à la fin de son mandat, pour diverger d'ailleurs avec des choix stratégiques de la campagne quand Nicolas Sarkozy était sous l'emprise, on va dire, de Patrick Buisson, et Jean Castex était de ceux qui l'alertaient sur les risques. Mais c'est vrai qu'il y a cette marque-là, via Darmanin Richard. également. Mais il faut rappeler juste que Darmanin est un proche de Xavier Bertrand, qui est un concurrent de Sarko-macronisme, oui, vraiment pour terminer d'un mot. Je l'ai écrit, sarko-macronisme dans le temps, parce qu'il y a incontestablement, d'abord il y a une réalité, c'est que Nicolas Sarkozy semble quand même être très écouté par Emmanuel Macron. Il se voit assez souvent et il a indiscutablement prodigué ses conseils. Et il amène chez Emmanuel Macron, au fond, ce sens du réel, cette nécessité d'appréhender la France telle qu'elle est, qui peut-être a manqué à Emmanuel Macron depuis le début de son mandat. Donc oui, sarko-macronisme, mais ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron est prisonnier de Nicolas Sarkozy. Ça va être tout l'enjeu des 2 prochaines années. Merci beaucoup à vous deux d'être venus débattre sur Sylvia. cette semaine politique en France. À très bientôt.